invités chaque soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir David Calfon, président de Sanso Investment Solutions. Bonsoir David. Bonsoir. Merci également à Adi Lamor, DG de Schleicher Prince Gestion. Bonsoir. Et enfin, merci Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir. Alors, on va commencer par le market mover du moment, la perspective de baisse des taux qui s'éloigne. Alors, ces dernières semaines, la Fed semblait tabler plutôt sur 3 baisses des taux à partir de cette année, à partir de juin au mieux. Et une baisse des taux de 0,75% à 1%. 3 baisses des taux aussi, voire 4 prévues pour 2025. Mais alors, les derniers indicateurs macro, là, ont complètement refroidi les ardeurs des marchés et du coup, on remet en question toutes ces baisses. Alors maintenant, le consensus tablerait plutôt sur une baisse de 65 points de base cette année. Pas sûr qu'il y ait 3 baisses des taux. Alors, comment se positionner ? Qu'est-ce que la Fed pourrait faire ? Et quid aussi de la BCE ? Parce que sur côté BCE, elle se dit aussi toujours très data dependent. Pour Goldman Sachs, ce matin, ils ont annoncé qu'ils attendaient 5 baisses des taux prévues pour cette année parce que niveau européen, l'économie était quand même moins solide que niveau américain. Donc voilà, comment faire ? Peut-être David, vous voulez commencer ? Oui, je pense qu'on peut recommencer en mettant un petit peu en perspective. Si on remonte juste au début de l'année, il n'y a pas très longtemps, on avait un marché qui attendait plus de 6 baisses des taux aux États-Unis. Et finalement, la grande surprise de ce premier trimestre, ça a été de voir que la Fed a réussi à décaler une première fois les anticipations de baisse des taux, finalement sans impact sur les marchés d'actifs risqués. Et ça, véritablement, moi, j'aurais pas parié cher là-dessus en début d'année, mea culpa direct, mais très clairement, ils ont fait un travail qui est exceptionnel puisqu'ils ont réussi véritablement à décaler les anticipations. Alors maintenant, la question c'est, et maintenant, est-ce qu'ils vont continuer cet exercice de funambule, parce que la ligne, elle est quand même très, très, très étroite. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout et à tenir comme ça le marché, à décaler progressivement les anticipations sans aucun problème? Ça va être finalement la clé des mois qui viennent. Alors on peut dire effectivement qu'il y a eu un facteur également qui est venu soutenir le marché au premier trimestre, ça a quand même été les résultats des entreprises, qui étaient quand même assez exceptionnels. Mais c'est vrai que l'image que l'on a aujourd'hui, on est en train de passer du fameux scénario de soft landing à un scénario de no landing, le fameux dont la première fois qu'on nous l'a prononcé, on s'est tous regardés avec beaucoup de perplexité. Mais il faut constater qu'effectivement, avec une économie qui est beaucoup plus forte que prévu, le phénomène de désinflation que l'on a eu, est-ce qu'il est déjà derrière nous ? Tout à fait. Mais il y a quand même une petite... la situation est quand même différente aux États-Unis et en Europe. Et pour l'instant, la BCE a quand même dit qu'il n'y avait pas de raison que ce soit la BCE en premier et pas la Fed. Mais d'un autre côté, l'inflation est moins forte en Europe. Peut-être. Oui. Alors, pour compléter ce que disait David, si on regarde un petit peu côté BCE, maintenant la question c'est clairement au niveau économie européenne, on a ralenti par rapport aux US. Ça c'est évident. Voilà, on n'est pas du tout dans la même situation. Sur le prisme de l'inflation, c'est la même chose. Les 2% se rapprochent. Voilà, exactement, il n'y a aucun débat. Maintenant la question fondamentale c'est est-ce que la BCE, pour une fois, va avoir le courage d'agir avant la Fed, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Quand on regarde les chiffres économiques, et si on était à la place de Madame Lagarde, il n'y a aucune raison d'attendre trop longtemps et de dépasser juin. Maintenant, il faut mesurer aussi l'impact d'une baisse des taux trop significative, avec potentiellement l'impact que ça aura sur l'euro et potentiellement un prisme inflationniste qui pourrait encore se mettre en place. Mais si je reviens sur la Fed en 2 mots, aujourd'hui, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'exercice d'équilibriste de la Fed a été majestueusement réalisé. On a décalé dans le temps, on a repentifié les courbes gentiment et doucement, sans aucun impact sur les actifs risqués, à part aujourd'hui. C'est la grande nouveauté. Les taux montent, les actions baissent, le crédit s'écarte un tout petit peu. Mais in fine, moi, si je devais retenir une seule chose, c'est que économiquement, ça tient, il n'y a pas de catastrophe. Une baisse de taux, voire 2, il y en aura forcément en 2024 ou au pire, au T1 2025.
Et il faut construire les portefeuilles et investir dans ce nouveau contexte, parce que je le dis modestement et humblement, moi je n'en sais strictement rien sur les prochains chiffres, et encore une fois le volet data dependent de la Fed ou encore de la BCE, on vit avec et c'est la volatilité des marchés. Tout à fait. Raphaël, votre avis, vous, Fed, BCE, quid d'un assouplissement monétaire tant attendu ? On est sur un renversement de marché effectivement assez étonnant, d'un marché qui se positionnait sur ces 6 ou 7 baisses de taux, très enthousiasmé à cette idée que les banques centrales puissent enfin passer à l'action. Un marché qui est beaucoup plus prudent, qui même devient plus prudent que les banquiers centraux. On a même renversé la table. Ouais. Aujourd'hui, les marchés se mettent à douter. On entend même certains qui effectivement parlent d'une année sans baisse de taux. Donc on va voir. La photo, elle est quand même assez intéressante et elle interroge déjà sur la dimension économique aux États-Unis. On a une résilience exceptionnelle. On n'est absolument pas sur des chiffres de fin de cycle. On est en plein dans le cycle avec évidemment le chômage qui est au plus bas, le PIB qui continue d'être sur des tendances très supérieures aux tendances long terme, bien sûr, qui surperforme son potentiel naturel, dirons-nous, et pas vraiment de signes de ralentissement qu'on peut voir par ailleurs sur d'autres géographies comme en Europe. Donc ça interroge, et évidemment un corollaire de ce constat, c'est cette dynamique d'inflation. La désinflation, elle existe, c'est une réalité, mais elle met beaucoup de temps, elle va mettre beaucoup plus de temps. Et si vous mettez à la place de M. Powell aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de précipiter le mouvement. Il a dit qu'il serait patient, il a dit qu'il regarderait les données avec attention, et aujourd'hui, patience et observation inciteraient à appuyer sur le frein, en tout cas appuyer sur pause et attendre un peu plus de clarté. Donc le risque, il est là. Le risque, c'est vraiment ce risque que l'inflation puisse rester de manière structurelle à des niveaux plus élevés, qui ne permettrait pas ce cycle de hausse des taux qui enthousiasme tant le marché, et qui, si effectivement les taux étaient amenés à se maintenir à des niveaux plus élevés, pourrait commencer à faire un peu de dégâts. Oui, et là, on va parler un petit peu, on va se projeter. On a effectivement le scénario rose probable, on verra, d'un marché qui atterrit gentiment, qui n'atterrit pas, qui redécolle. Effectivement, l'inflation baisse, elle va dans le bon sens, il n'y a pas eu de crash économique, tout ça est très positif pour les actifs risqués. Ça, c'est scénario 1. Scénario 2, qui n'est pas du tout dans les prix, c'est que, l'inflation reste ce qu'elle est, les taux d'intérêt ne risquent pas de baisser très violemment, voire même sur le long, on pourrait imaginer une pontification par le long, auquel cas certains segments de l'économie pourraient se mettre à souffrir. On va parler de l'immobilier, on va parler des banques régionales aux États-Unis, on va parler du VC, on va parler de différents segments de marché qui sont très dépendants de ce risque de levier, de dette, et qui auront des problèmes de refinancement. Donc là, on est sur un basculement de rhétorique pour l'instant, mais à suivre parce que c'est pas anodin. D'accord. Mais parce que justement, c'est ce que vous disiez. Les marchés, jusqu'à présent, on a retardé cette baisse des taux. Ils n'ont pas vraiment réagi. Et d'un autre côté, on peut même dire que la baisse des taux, elle a même déjà été pricée par les marchés. Et à chaque fois, on s'est dit... finalement, elle n'a pas lieu tout de suite, c'est pas grave, ça n'a pas du tout été une dégringolade. À chaque fois que finalement ça a été repoussé, on s'est dit, les marchés font une pause, et puis à chaque fois, ça a repris. Alors, jusqu'où ça peut aller comme ça ? Est-ce qu'on a été face à une bulle de l'anticipation des taux ? Mais alors là, si effectivement les indices PMI manufacturiers continuent à se maintenir comme ça, et que la Fed dit, pour l'instant, on n'y va pas, le risque est quand même important, non ? Je pense que la nouveauté, c'est effectivement l'indice manufacturier qui repasse positif, qui repasse au-dessus de 50. Oui. Là, c'est vrai que tant qu'on était en secteur, déflationniste, récessionniste, il n'y avait pas trop de sujets. On pouvait avoir justement des espoirs en disant, on est véritablement en train de ralentir, ça ralentit pas trop vite et c'est tant mieux, etc. Là, on est dans une situation qui est un peu différente. Alors, il y a un point quand même qui peut nous encourager sur l'idée de dire que la baisse des taux n'est quand même pas forcément très très loin. C'est que dans la composante de l'inflation aux États-Unis, il y a une composante qui a beaucoup d'inertie, c'est celle des loyers et de l'immobilier. Et celle-là, elle est très clairement... avec un peu de retard, parce que justement, c'est l'une des composantes qui a le plus d'inertie, etc. Elle est très orientée à la baisse. Donc ça, avec le poids que cela représente dans l'indice global de l'inflation, ça peut rassurer les banquiers centraux et se dire, finalement,
le risque de voir à nouveau une forte poussée inflationniste, quand même pas énorme, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul confort qu'on peut trouver dans les chiffres actuels, parce que les chiffres actuels ne montrent pas du tout ni une économie qui ralentit, ni une inflation qui baisse fortement. Non, mais par rapport à ça, pour compléter, en fait, moi, le risque que je vois assez important sur, on va dire, le fait de retarder massivement une baisse des taux, surtout en Europe. Oui. Encore une fois, les États-Unis, on va dire, ils vivent un petit peu leur vie, ça va baisser, on verra, etc. Mais si on regarde en Europe, le marché, notamment crédit, a pricé quand même un certain nombre de baisses des taux et de refinancement. Oui. Notamment à partir de 2025, une partie en 2024, etc. Ben, si, in fine, la BCE ne veut pas trop agir de façon prématurée par rapport à la Fed, ce risque de refinancement en 2025 ou en 2026, à ce moment-là, il va se retrouver aujourd'hui sur le marché du crédit et par ricochet sur le marché action, on va commencer à douter, on va parler de croissance qui dégringole, etc. Et on ne veut surtout pas arriver dans ce type de schéma. Voilà, ça c'est un risque à laisser traîner, si je puis dire, finalement, une situation de statu quo sur les taux sans agir, alors qu'en fait, en Europe, les ingrédients sont là quand même pour initier quelque chose. Tout à fait. Raphaël, une réaction ? Oui, je pense qu'on a bien cerné le débat. Donc, en termes de conséquences sur les actifs risqués, c'est à voir. On a eu un premier trimestre remarquable. Fabuleux, oui. Fabuleux. Comment faire mieux, ça va être difficile. Les valorisations, évidemment, se sont renchéries. On est effectivement sur un pricing de scénario de marché qui est un pricing très rose, d'atterrissage en douceur, de redécollage. Et à ce type de valorisation très exigeante, effectivement, le grain de sable peut facilement faire dérailler, peut faire facilement sortir de route. Donc dans ces conditions, on va être patient, on va regarder ce que les chiffres d'inflation nous réservent, on va regarder dans quelle mesure effectivement ce scénario de délai sur l'action des banques centrales pourrait se matérialiser. Et puis la façon dont le marché réagira si délai il y a, ça aussi c'est une inconnue, c'est difficile d'anticiper, mais à un moment où les marchés se sont beaucoup emballés, aller prendre une respiration et regarder un petit peu la suite, ça s'impose. D'accord. Non, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, la dernière saison des résultats a quand même été bonne, très bonne. Est-ce que au T1 2024, ça sera encore la même chose, ou est-ce que y aura une déconnexion entre les attentes en matière de rentabilité et puis le prix des actions ? Parce que dans ces cas-là, ça va être difficile de justifier des valorisations élevées s'il n'y a pas une accélération de la croissance des bénéfices. Alors, quelle est votre vision, du coup, là, vous, pour le T2, là ? Parce que c'est assez compliqué. Alors, niveau US, on a quand même des prévisions qui sont assez pessimistes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Morgan Stanley prévoit un S&P 500 à 4500 points. Chez JP Morgan, c'est 4200 points. Donc, c'est quand même des grosses baisses qui pourraient s'annoncer. Alors, le consensus est globalement plus élevé. Là, on est vraiment sur les deux. J'ai donné les chiffres chocs. Voilà. On est d'accord. Mais effectivement, vous pointez le du doigt... Le consensus est sur une baisse. Vous pointez du doigt une vraie problématique, à savoir cette résilience des résultats qui a surpris tout le monde. Clairement. Est-ce qu'elle peut se maintenir dans les trimestres à venir ? Alors déjà, sur cette résilience, petit bémol, le marché avait beaucoup dérisqué T1 en révisant à la baisse ses anticipations. C'est vrai. Le marché commence à constater que oui, la macro a tendance à décélérer, en tout cas sur certaines géographies. Ça, c'est un premier aspect. Que le consommateur qui a eu tendance à pousser cette capacité de maintenir ses marges et à autoriser le pouvoir de fixation des prix, le maintien de prix très élevés par les industriels. Ce consommateur, en particulier sur sa partie la moins favorisée, le consommateur du bas d'échelle, commence à tirer la langue. On le voit dans certains prix, certaines habitudes de consommation. Dans notre univers qu'on couvre chez Tikehau, ça a été clairement une thématique des commentaires de management. Quand on regardait dans le rétro, oui, c'était une belle dynamique de performance opérationnelle des entreprises. Quand on regardait à l'avant, on s'interrogeait sur la capacité du consommateur à continuer sur ces dynamiques. Et puis, on voit des chiffres, par ailleurs, du type quantité de dettes sur les cartes de crédit aux États-Unis, qui s'envolent aujourd'hui. On n'est pas encore sur des niveaux complètement délirants, mais clairement, le matelas Covid est épuisé, donc on commence à aller chercher de la dette pour consommer. Sur des indices précis de consommation ou de confiance, on voit que ça y est, ces hausses de prix systématiques et cette inflation est en train de rogner par le bas le pouvoir d'achat. Donc tout ça pourrait faire qu'effectivement, il y ait des
des déceptions sur les earnings à un moment où le marché est très chèrement, très optimiste, très chèrement valorisé. Et dans ces conditions, ça va être un gros facteur à considérer, la capacité de maintenir ces bénéfices. Juste pour reprendre la vue hélicoptère, aujourd'hui, on est sur des niveaux de marge qui sont exceptionnels. Bien sûr, oui. On est à entre 13, 14, 15% de marge en Europe et aux États-Unis, très au-dessus des moyennes historiques. Traditionnellement, on était plutôt à 10-11%. Donc les entreprises ont eu des capacités bénéficiaires gigantesques grâce à ce matelas Covid. Parier sur une normalisation, ce n'est pas complètement aberrant. On va avoir aussi, on a eu une explosion de cette capacité bénéficiaire aux États-Unis et en Europe qui, encore une fois, sortent des tendances long terme. Encore une thématique de normalisation qui pourrait apparaître. Et puis le fameux effet retard des taux d'intérêt, celui qui fait que les coûts de refinancement explosent, que la charge de la dette devient importante, elle va commencer à se faire sentir. On dit souvent que les hausses des taux se font ressentir dans l'économie réelle après 18-24 mois. Si vous faites le compte, 18-24 mois, c'est maintenant. C'est 2024. Ça. Donc beaucoup de raisons de se dire que peut-être pas trop d'air, mais en tout cas un ralentissement qui pourrait affecter la valeur des actifs risqués. Adil, le T2 plus compliqué alors pour les marchés ou pas ? Le T2 plus compliqué, on a eu un T1 quand même assez exceptionnel. Voilà, donc forcément, c'est dur de se maintenir là. Et voilà, on sent, voilà, relatif. Après, encore une fois, si on reprend deux prismes, le prisme macro et top-down, voilà, si on regarde, si on ne croit pas en un scénario, on va dire, de ralentissement massif, donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Raphaël l'a très bien dit, normalement, on ne peut avoir qu'a priori de la déception sur les résultats. C'est-à-dire, in fine, vu le niveau de départ à partir duquel on commence, il peut y avoir que de la défiance. Mais je reviens juste sur la question initiale sur les taux. Si, in fine, on continue à repousser les taux jusqu'à l'infini, in fine, des taux plus élevés, ça dévalorise mécaniquement le cours des actions, le cours de tous les actifs risqués. Oui. Donc ça, c'est un point qui est assez essentiel. Maintenant, sur le T2, sur le marché actions, pour revenir très, très factuellement, il y a un prisme géographique. Les US, on en pense ce qu'on veut, ils sont chers ou ils sont pas chers, mais les résultats ont été exceptionnels encore une fois sur 2023. L'Europe, par contre, à contrario, on a des valorisations qui sont, on va dire, un peu plus intéressantes. Et d'un point de vue diversification aussi, c'est quelque chose qui est pertinent. Ça, c'est d'un point de vue géographique. Mais le Graal, selon nous, chez Shelter, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, le marché du crédit, des taux qui ne baissent pas, on continue à en bénéficier via du portage. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est mécanique. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi, évidemment, mais encore de la valeur à aller chercher, avec des rendements, somme toute, qui sont extrêmement sympathiques, 5, 6, 7%. Ouais. C'est des choses que l'on trouve avec de la résilience à horizon assez court terme, 2, 3, voire 4 ans. D'accord. Voilà. D'accord. David ? Je pense qu'il faut effectivement bien faire la différence entre les États-Unis et l'Europe. Tout à fait, encore une fois. Parce que quand on parle des bons résultats, je rappelle quand même que aux États-Unis, on attendait 5-6% de croissance des bénéfices d'une année sur l'autre. Au quatrième trimestre, on a eu 10%. Oui. En Europe, on attendait -7 et on a eu -5. C'est très bien, mais c'est un chiffre négatif. C'est mieux qu'attendu, mais bon. Voilà, exactement. Non, je pense qu'il faut juste espérer que la BCE fasse preuve d'indépendance. Indépendance dont elle avait déjà, si ma mémoire est bonne, fait preuve en 2011. Alors, en 2011, bien entendu, on va dire elle n'avait pas le choix. Il y avait le problème de la Grèce à régler, des pays périphériques, etc. Mais voilà, donc, quand il faut agir, ils peuvent le faire. Elle sait le faire quand même. Elle n'a pas fait souvent. Mais donc, on peut espérer qu'une fois de plus, ils arrivent à faire preuve d'indépendance là-dessus. D'accord. Alors, sinon, on va peut-être parler un peu du coup de la diversification. Alors, Adil, vous parliez des taux, du marché de taux, qui est quand même toujours attractif. C'est vrai que sur les actions, on a quand même eu une concentration absolument énorme, surtout sur la tech. Mais bon, après les 7 magnifiques, on est passé au Fab Four. Alors, Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon ont fait plus de 50% de la hausse du Nasdaq là, sur le premier trimestre. Côté européen, on a les granolas qui tiennent le haut du pavé. Est-ce qu'on va enfin avoir une rotation sectorielle ? Est-ce que les géants en gros vont enfin laisser la place un peu à la value ? Quelles thématiques de croissance peuvent émerger ? David, vous voulez commencer ? Moi, je pense qu'on a quand même un sujet qui est un sujet de flux. Ouais. Et ce sujet de flux, c'est un peu
l'éléphant dans le magasin de porcelaine de notre industrie, ça s'appelle la gestion passive. Ouais. On a quand même une partie extrêmement significative des investissements qui ne regardent pas les valorisations. Tout à fait. Et qui vont juste là où les poids sont les plus importants, c'est-à-dire là où la performance passée, je dis bien passée, a été la meilleure. Oui. Ce qui, d'un point de vue de l'investisseur rationnel, laisse perplexe. Ouais. Pour utiliser un euphémisme. Donc voilà, là-dessus, c'est un vrai sujet parce que et c'est un phénomène qui est en plus assez autoréalisateur, c'est-à-dire que oui, non, mais bien sûr, plus les indices sont réputés comme personne ne peut les battre, donc on se dirige vers ces indices. C'est-à-dire, je vais vous donner juste un chiffre. L'indice MSCI Monde, qui est l'indice représentatif des actions internationales, pays développés. Il est composé à 75%, je dis bien 75%, d'Amérique du Nord. Il y a de ça même pas 15 ans, 20 ans, c'était à peu près un tiers en Europe, un tiers aux États-Unis, un tiers en Asie. Voilà. Donc, c'est vrai que ça pose des questions, et la question de la diversification devient un vrai sujet. Je sais qu'on a eu ce thème-là, cette thématique-là avec le Japon à une époque. Bien sûr, on disait que le Japon, tout le monde s'en fichait, puisque c'était devenu... Les anglo-saxons avaient ce fameux terme de irrelevance, le fait de devenir non pertinent. Il redevient un peu intéressant quand même, oui. Des années après, voilà, exactement. Mais on peut se demander si l'Europe n'est pas en train de subir le même sujet de par cette concentration des flux. Et donc, ça, c'est un des sujets qui nous préoccupe chez Sansot, de voir à quel moment les investisseurs rationnels vont reprendre le dessus et vont réaliser que, en dehors de ces méga caps, il y a des sociétés qui sont délaissées aussi, avec des valorisations intéressantes, etc. D'accord. Adil, vous voulez revenir sur diversification ? Non, pour compléter sur la partie equity, au-delà de la gestion passive, il y a aussi quand même une notion de diversification. C'est-à-dire, encore une fois, le marché US, vous l'avez très bien dit, on parle marché US, mais c'est 4 ou 7 valeurs, maximum. Donc, un investisseur, on va dire institutionnel, un fonds de pension, X ou Y, dans tel ou tel pays, il peut être investi à 100% sur les US, mais c'est quand même un risque. Si demain, la Fed ne baisse pas ses taux, mécaniquement, via la duration equity, on peut perdre 10 à 15% même sur un Nvidia, quand on a pris 200-300%. Mais surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur les US. Enfin, on a quand même les élections en novembre, on ne sait pas trop, Exactement. C'est compliqué. Tout à fait. Donc maintenant, si on regarde un peu le monde, un investisseur lambda qui a du dollar, où est-ce qu'il peut investir ? Voilà, un institutionnel aux US, en Chine, marché émergent, et l'Europe. Voilà, le Middle East aussi, etc. Bon, quand on regarde maintenant ce prisme-là, là où il y a la plus grosse profondeur de marché, et là où les valorisations ne sont pas quand même complètement aberrantes, et où il y a quand même un certain nombre de grands champions, c'est en Europe. Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le marché action européen, aujourd'hui, surtout dans le cycle dans lequel on est, il y a quand même un momentum positif qui est à construire au-delà du luxe, parce qu'on pense souvent en Europe égale luxe, LVMH. Non, mais ça, c'est le biais il y a français, pas que ça. ça. Voilà, ça, c'est notre biais. Donc, il y a quand même des choses à faire, et d'un point de vue allocation stratégique de long terme, clairement, le marché action européen, c'est un complément assez naturel pour une allocation sur les 4 ou 7 big cap américaines. D'accord, tout à fait. Vous, Raphaël, l'Europe, ça vous parle ? L'Europe, ça nous parle beaucoup, effectivement. C'est important, cette notion de diversification que vous amenez là, parce qu'effectivement, la performance a été très concentrée, et qu'au-delà, peut-être, des 7 magnifiques, il y a vraiment 2 marchés. Il y a ce marché et 7 magnifiques, et puis tout le reste. Et dans tout le reste, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de dispersion, beaucoup d'écarts de valo. Et puis, un paradigme de marché avec des taux élevés aujourd'hui qui a vraiment évolué comparé à, effectivement, une décennie 2010 qui était... gouverné par les ETF et la maximisation du risque, on va dire. Donc diversifier, c'est important. La première chose qu'on va refaire dans les portefeuilles aujourd'hui, qu'on ne faisait plus, c'est de mettre de l'obligataire. Ça, c'est très important. L'obligataire, il a beaucoup sous-performé. Adil le disait, il est redevenu attractif. Il permet de faire du portage, d'avoir du rendement de le portefeuille. Donc, aller construire un fonds de portefeuille de rendement, de compounding, avec des crédits de qualité qui rapportent 5, 6, 7, 9% parfois. Ça fait sens, et ça peut vraiment permettre d'avoir un fonds de portefeuille et un matelas de performance. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, aller dépenser, on va dire, des budgets de volatilité, d'aller faire un petit peu des paris de conviction sur d'autres segments de marché. Alors, sur le crédit, toujours, nous, on aime bien les financières, les subordonnées financières, qui rapportent plus que les corporates et qui sont aujourd'hui attractives. Sur les actions, il y a beaucoup de choses à faire. Je reviens effectivement sur l'Europe.
L'Europe, elle est très décotée. Elle n'a jamais été aussi décotée comparée aux États-Unis dans toute l'histoire. Sûr, ouais. Et aujourd'hui, l'Europe a peut-être beaucoup d'atouts à faire valoir dans un monde moins globalisé, où on rapatrie les chaînes de production, où on relocalise, un monde de résilience. On peut faire le pari que l'Europe aura peut-être davantage sa carte à jouer. On peut dire peut-être, par effet miroir, que la globalisation a au final pas tant bénéficié à l'Europe que ça, quand vous comparez aux États-Unis ou en Asie. C'est un peu la grande perdante de la globalisation. Oui, tout à fait. Et qu'à l'inverse, ce phénomène de déglobalisation pourrait être un facteur positif. Ouais. Donc nous, on croit en l'Europe, effectivement. On vient de lancer un fonds sur la souveraineté européenne. Cette idée qu'aujourd'hui, les États réinvestissent dans certaines industries stratégiques à la lumière de ce qu'on a vu pendant le Covid, de ce qu'on a vu pendant l'Ukraine ou de l'administration Trump. On se rend compte de nos fébrilités. Et aujourd'hui, des grands plans budgétaires sont déployés pour renforcer la pharma, la défense, la tech européenne. Tout ça a des niveaux de valorisation peu exigeants. Donc effectivement, la tech, il en faut. Parmi les 7 magnifiques, certaines sont plus attractives que d'autres et il faut être investi. Mais aller diversifier sur ces poches aussi moins chères, sur ce prisme de qualité, semble effectivement indiqué. Alors, on a parlé des méga caps, là, et les large caps. Est-ce que les small et mid caps vont enfin pouvoir tirer leur épingle du jeu? C'est quand même la question. Elles attendent, là, quand même, ces baisses des taux qui leur seraient favorables. Est-ce que 2024, ça pourrait être leur année ou c'est beaucoup trop tôt? David, non? Sujet compliqué. Sujet compliqué parce que justement, si on revient sur les small caps, ce qui est important, ce sont les flux. Bien sûr. Et on a été en flux de décollecte constant sur cette classe d'actifs. Mais il y a un moment, ça peut redevenir intéressant, justement. Oui, mais la dernière fois, j'en parlais avec un de mes confrères et on se faisait la remarque que les valorisations des sociétés de petite taille cotées étaient nettement inférieures aux multiples utilisés dans le private equity. Ouais. Et ce à quoi il a un peu tué mes espoirs en me disant non, mais les valos du private equity vont s'ajuster à cause des taux. Voilà. Mais blague à part, c'est un vrai sujet. Maintenant, j'ai envie de dire que le marché des petites et moyennes capitalisations, ce sont des marchés de flux. Et donc, j'ai envie de dire, on le verra repartir, ce marché. On n'a pas besoin d'être précurseur. Ce sont des marchés de tendances, des tendances qui généralement durent plusieurs années, en surperformance comme en sous-performance. Et j'ai envie de dire, c'est un rebond sur lequel je veux bien être en retard. D'accord. Ok. Dites-vous. Non, mais c'est toujours le même débat sur les small et mid cap. Mais bien sûr qu'il y a une décote. Voilà, même si ça a repris ces derniers jours, etc. Évidemment, là, il y a un peu de momentum qui est revenu. Bien sûr qu'il y a une décote. Nous, on aborde ce marché-là comme avec un prisme un peu private equity. C'est-à-dire que quand on investit sur les small mid-cap, David l'a bien dit, c'est un marché de flux. S'il n'y a pas de flux, on ne peut pas vendre. Donc même si la boîte, elle fait 500 millions d'EBITDA, si on ne peut pas la vendre, on ne peut rien y faire. Bien sûr. Donc, logique de private equity, c'est-à-dire qu'on achète ce type d'action, mais c'est un fonds de portefeuille qui est là sur le long terme. Et in fine, si la boîte, trimestre après trimestre, année après année, elle délivre, et ça se voit systématiquement dans les publications, forcément, elle sera achetée, ou il y aura un deal M&A qui va arriver, et il y aura de la revalorisation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas traiter pour moi le small mid-cap comme on traiterait une action LVMH, ou Tesla, ou Amazon, ou XY. Ça, c'est strictement impossible. Bien sûr, c'est normal. Oui, c'est la grande déception de marché. Bien sûr, tout le monde attend leur rebond. On attend tout ça. 2024, c'était l'année du rebond, souvenez-vous. Jusqu'à présent, c'est raté. Voilà. Mais effectivement, toujours dans cette logique de diversification, c'est probablement une bonne chose d'en avoir. Toujours dans cette logique de renforcement des industries locales, de relocalisation, des plans d'industrialisation, en particulier en Europe, qui ont lieu aujourd'hui. Il y a aujourd'hui de la valeur à investir sur un segment qui est massacré, très décoté. Alors, absolument pas la prétention de dire que le bottom est proche et qu'on va bientôt rebondir, mais sur un portefeuille long terme, positionné sur des small et mid cap de très bonne qualité, à des niveaux de valorisation qui sont très souvent inférieurs à 10, par exemple, en moyenne, ça paraît être un pari très raisonnable. Encore une fois, ce prisme de qualité doit prévaloir. Il y a à boire et à manger sur ce segment small et mid cap, mais on a des très belles entreprises avec des profils fondamentaux qui sont proches des plus belles entreprises des gros indices européens, par exemple, qui sont aujourd'hui sur une décote structurelle où là, clairement, il y a de la valeur à investir. On verra sur le long terme. D'accord. Alors, on va maintenant parler un peu des déficits publics.
Alors, dérapage du déficit public français n'a échappé à personne. Hein. Du côté US, c'est pas mieux. Alors, ce qui est quand même très, très étonnant, c'est que les rendements obligataires n'ont pas bougé. Ils n'ont bougé finalement qu'à l'annonce des indices PMI manufacturiers qui pourraient remettre en question l'assouplissement monétaire. Alors, on a l'impression que le marché est complètement focalisé sur la politique des banques centrales et leurs taux directeurs et on oublie complètement les fondamentaux, à savoir la dette publique, y compris si elle est abyssale et y compris si la charge de la dette devient monumentale. Votre avis, Adil? Non, est-ce que je vous vois rigoler là? Non, mais c'est une question philosophique. Alors, bien sûr. Non, mais est-ce que c'est inédit? Parce que c'est quand même incroyable. Hein. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Moi, je vais avoir plusieurs réponses par rapport à ça. Quand on parle déficit public, déficit budgétaire, on parle dette sur PIB. Dans un monde en inflation, le PIB il augmente mécaniquement. Oui. C'est du PIB nominal. Donc normalement, si l'inflation est là, pas à 4-5%, mais ne serait-ce qu'à 2%, en théorie, les dénominateurs augmentent, donc ça devrait se rationaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on fait un peu de mathématiques, normalement, quand on essaie de faire des modèles sur les taux, la partie dette sur PIB et déficit, etc., où est-ce qu'on voit finalement ces impacts? C'est sur la partie longue de la courbe. Voilà, la partie longue, au-delà de 10 ans. Voilà, c'est là où vraiment il y a un impact. Donc, aujourd'hui, on l'a constaté, les courbes ont repris beaucoup de ce qu'on appelle la prime de terme. Il y a de la pente qui s'est reconstituée. Elles sont toujours inversées, mais in fine, les choses sont en train de se normaliser petit à petit. Ça, c'est en train de se mettre en place. Et donc, le marché, lui, dans son esprit, qu'est-ce qu'il regarde sur la partie 0 à 10 ans? Il regarde la croissance, l'inflation, banque centrale. Voilà, c'est mécanique, c'est là où il y a les flux, c'est là où ça traite le plus. La partie long terme égale déficit, et in fine, on la regarde pas. Mais elle est en centaines de trillions, de millions, de milliards, on peut rajouter des zéros jusqu'à l'infini. Et in fine, demain, est-ce que cette dette, elle devra être remboursée? Clairement, aujourd'hui, le marché dit ça ne devra pas être remboursé. Et même l'Italie, qui est quand même le pays qu'on regarde à chaque fois sur les déficits, etc., le spread Italie-Bund, quand même, il est au plus bas. Et aujourd'hui même, il se resserre encore. Voilà. Donc c'est un sujet qui est mis de côté. Est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire, tant que le marché achète un rollover finalement systématique, c'est-à-dire le fait de continuer à refinancer en Europe et aux États-Unis parce que les devises sont fortes, ce n'est pas un sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les marchés au quotidien. David, c'est pas un sujet jusqu'à ce que les agences de notation s'en mêlent? Alors, oui, mais c'est aussi un sujet qui est relatif. C'est-à-dire que si vous avez un pays tout seul dans son coin qui voit ses déficits exploser, là, tout le monde va le regarder. Oui, mais on est tous dans le même bateau, donc tout va bien. Voilà, quelque part, effectivement, le fait de ne pas être le seul vilain petit canard, mais d'être accompagné, d'agir en groupe, on va dire, fait que finalement, ça se voit, parce que l'alternative, elle est où? Vous avez le choix entre un pays très très endetté et un autre pays très très endetté. Donc, finalement, ça s'équilibre un peu. C'est ça. Raphaël? Oui, c'est un facteur d'inquiétude chez nous. Hein. On est assez inquiet de voir cette dynamique. Effectivement, on ne sait pas quand ou comment tout ça va se terminer. Mais effectivement, les tendances actuelles ne sont pas tenables. Il y a des explosions des chiffres. Hein. Vous prenez la dette américaine en 2017, elle était à 20 trilliards. En 2025, elle sera à 40. Voilà. On parle d'un doublement de la dette en 8 ans. Les coûts de cette dette sont faramineux. Ils ont triplé en quelques années. Donc là, on se rend bien compte qu'on est en train de manipuler une équation qui n'a pas de solution. En tout cas, en l'état actuel des choses et quand on prend les tendances actuelles. Et quand vous regardez sur une simple dynamique d'offre et de demande, l'offre explose, les déficits explosent. On l'a vu en France, 5,5. Aux États-Unis, on va être plus proche des 8% dans les mois à venir. Et donc, ces déficits, ils sont financés avec plus de papier, énormément d'émissions. 2024 sera l'année la plus importante en termes d'émissions gouvernementales, par exemple, aux États-Unis. Donc, plus d'offres d'un côté et moins de demandes. Les banques centrales n'achètent plus. Les grands investisseurs internationaux ont tendance à se détourner de ces papiers, par exemple en dollars, pour se refocaliser sur la dette nationale, se désensibiliser en particulier du risque dollar. Donc plus d'offres, moins de demandes. Il y a une seule façon de résoudre le problème, c'est par le prix. Donc un risque sur les taux d'intérêt, en particulier longs, effectivement, Adil le disait, un risque de pontification par les taux longs qui est réel. Jusqu'à présent, on regarde chaque adjudication avec intérêt et ça se passe bien, mais peut-être qu'à un moment, la baignoire sera pleine. Et à un moment, il y a la goutte d'eau, là,
peut-être qu'on pourra avoir un mouvement haussier sur ces taux d'intérêt. Donc on en revient à ce risque de marché sur lequel on avait ouvert. Voilà, cette idée qu'il y a des risques haussiers importants sur ces taux d'intérêt, dont les déficits galopants participent, qui pourraient être finalement ce grain de sac qui pourrait faire dérailler le marché. Donc c'est pour ça que nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention. D'accord. Alors, on va finir. J'espère que vous avez fait vos devoirs. J'aimerais que vous me donniez un mot, une expression qui va caractériser pour vous le T2 2024, en m'expliquant évidemment pourquoi. Et puis, peut-être un indicateur qui, selon vous, serait à suivre pour les 3 prochains mois. Adil. Alors, pour le T2, avoir du cash et engranger encore du portage. D'accord. Voilà, ça c'est mécanique. Alors j'explique en 2 mots. Moi je reste convaincu que 2024, à l'instar de 2023, l'année du rendement. Voilà. Il y a du rendement à aller capter sur l'investment grade, sur le high yield en Europe, beaucoup plus en Europe. Ça c'est vraiment notre prise. Voilà, il y a encore des choses très intéressantes. Donc on peut rester investi. Par contre, ça va être volatile, ça bouge, on l'a bien vu sur les derniers jours, et donc il faut toujours avoir ce matelas de liquidité pour déployer et encore améliorer son rendement. Voilà, ça c'est une stratégie qui je pense est protectrice, et c'est clairement le mindset dans lequel on se trouve aujourd'hui pour le T2 de cette année. D'accord. Et en termes d'indicateurs, forcément on parle portage, on parle crédit, c'est le pilotage et le suivi de ce qui se passe en termes de défauts et de restructuration. Voilà. Il y a quand même des petits sujets en Europe. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Il faut être très attentif. Il ne faut pas d'effet boule de neige. Il ne faut pas que ça se généralise. Et ça, clairement, c'est l'indicateur à scruter jour après jour. D'accord. David. Bien, contre toute attente, le mot pour caractériser le 2e trimestre, ça sera le mot accélération. Ah, voilà, oui. Avec alors oui, c'est pas intuitif ça. La crainte d'une accélération de l'économie. D'accord. Donc, le fameux scénario de no landing. Donc ce que l'on va suivre comme indicateur, c'est tout ce qui touche à l'activité économique, à l'inflation, et de voir si finalement cette absence de ralentissement, cette accélération de cette reprise économique, finalement, ne va pas être la goutte d'eau de trop. Et ne va pas finalement faire dérailler le sans faute qui a été fait pour le moment par la Fed. Ouais, tout à fait. D'accord. OK. De votre côté, Raphaël ? Moi, ça sera le mot d'exigence. C'est vraiment ce qu'on implémente aujourd'hui chez Tikehau en termes de construction de portefeuille. Si vous regardez la photo globale des marchés aujourd'hui, on est à l'aube de baisse de taux potentiels qui devraient être favorables pour les actifs risqués. On peut argumenter que sur certains segments, les primes de risque sont raisonnablement confortables. On va avoir, on l'espère, un cycle économique qui va se rouvrir devant nous, en particulier en Europe, qui sera plus positif. Les taux d'intérêt sont au plus haut, en tout cas localement. C'est sur le papier un bon moment pour être investi, un bon moment pour déployer, ne pas rester avec trop de cash. D'accord. Maintenant, lorsqu'on soulève le capot, on se rend compte qu'on a un grand fourre-tout de valorisation, que les marchés se sont beaucoup étirés, que ça fait longtemps que les marchés montent. On est sur des dynamiques qui sont assez remarquables par leur longueur, et que donc maintenant, pour déployer dans ce marché d'opportunités, il va falloir être très exigeant sur les valos. Aujourd'hui, il y a des choses très chères, il y a des bulles d'exubérance, attention, très exigeant sur la qualité des portefeuilles. Ce n'est pas le moment d'aller faire des entreprises trop endettées ou en détresse, ou d'aller faire des coups spéculatifs sur le court terme. La qualité dans un marché de fin de cycle, c'est clairement le maître mot. Et lorsqu'on arrive à construire un portefeuille autour de cette dynamique d'exigence, on peut aujourd'hui construire un portefeuille de très bonne qualité à des valorisations qui restent raisonnables. Donc optimiste, mais exigeant. D'accord. Indicateur, du coup ? Alors, un indicateur, toujours dans cette thématique de taux d'intérêt, de risque de défaut, effectivement, de liquidité, qui, selon nous, peut être le facteur X de marché, ce qui nous fait dérailler. On va regarder beaucoup les spreads crédit, les primes de risque sur le crédit. C'est souvent un bon indicateur avancé de la santé des entreprises. Et à un moment où ce risque de refinancement, ce risque de dette, ce risque de taux est en train de pénétrer l'économie par le bas, et on l'a vu sur différents dossiers récemment, en particulier sur le marché du haut rendement. On a envie de bien regarder que les spreads crédit se maintiennent à des niveaux relativement bas, que l'accès au financement reste abondant pour les entreprises. C'est souvent un indicateur avancé de la suite des opérations pour le marché, et on va regarder ça avec attention. D'accord. Alors, avoir du cash, attention à l'accélération,
Exigence et qualité. Merci messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci donc David Calfon, président de Sanso Investment Solutions, Adi Lamor, DG de Schlecher Prince Gestion et Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de Tikeo Capital. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.